Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de paix dans un pays en guerre. Beaucoup de pertes, toujours la même rengaine. Comme Haïti, beaucoup disent qu'on est maudit. C'est vrai qu'on est émotif, mais tu connais les motifs. Notre terre, nos mères souvent éventrées. Avant tout, docteur, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine 4e Pouvoir, ce magazine socio-politique qui a l'habitude de décrypter pour vous l'actualité politique dans notre pays et aussi à l'étranger. Et nous sommes là justement pour parler politique ensemble avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. Et déjà, je vais annoncer le nom de l'invité qui va pouvoir répondre à toutes nos préoccupations tout au long de ces 40 minutes. Nous allons recevoir pour vous Monsieur Michel Mwika Banza. Il est président national du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. C'est un parti centriste aussi républicain. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité politique ce soir. Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Et vous-même? Tout doucement, au rythme de l'actualité politique dans notre pays. Et vous vous sentez bien pour ces 40 minutes? Oui, très bien. Voilà. Nous espérons apporter notre petite lumière à cet échange. Voilà. Mais trop jeune, on vous trouve déjà à la tête d'un parti politique. Est-ce qu'on peut connaître le leitmotiv qui vous a conduit à vous engager ainsi trop jeune en politique et surtout à la tête d'un parti qui affiche déjà ses ambitions? Merci pour votre question. Il faut déjà dire que quand la patrie vous appelle, il n'est pas question de regarder l'âge que vous avez. Il faut savoir répondre à l'appel de la patrie. Et c'est ça que nous avons fait en 2016, quand la patrie nous a appelés. Nous avons décidé de répondre à la patrie afin d'apporter notre pierre à l'édifice et à la construction de notre nation. Nous estimions en son temps que la patrie avait besoin d'un sang neuf, avait besoin d'un renouvellement de la classe politique, mais ce renouvellement, il doit se préparer sur plusieurs longues années. Il ne faut pas attendre que ceux qui sont en train d'occuper aujourd'hui, ou qui ont occupé hier essentiellement la classe politique, puissent partir pour maintenant commencer à préparer la prise de position au niveau de la scène politique. Nous avons décidé de commencer très tôt, question de nous former, de nous préparer. Mais c'était avant tout aussi pour répondre, comme je le disais, à cet appel de la patrie où, en son temps, nous remarquions qu'il y avait un sérieux problème en termes d'avenir de cette jeunesse qui, malheureusement, pendant très longtemps a été caporalisée, pendant très longtemps n'a servi que pour le tout plein. Quand on avait besoin d'une manifestation pour faire le plein, il fallait faire recours aux jeunes. Quand on avait besoin, je ne sais pas, de faire quoi que ce soit ou de faire entendre sa voix politiquement, il fallait faire recours aux jeunes. Nous nous sommes posé la question si telle était la seule compétence dévolue à la jeunesse. Nous estimons que non. La jeunesse congolaise est une jeunesse pétrie de talents, des compétences, et qu'il ne faille pas la réduire uniquement qu'à faire le tout plein ou à accompagner certains aînés à atteindre leurs objectifs. C'est comme ça que nous avons décidé, parmi tant d'autres raisons, nous avons décidé de ne pas être une jeunesse caporalisée, de ne plus être une jeunesse instrumentalisée, mais devenir une jeunesse bâtisseuse d'avenir, capable de répondre à cet appel de la patrie et d'apporter sa pierre à l'édifice pour un Congo meilleur. Merci de cette question, de cette réponse très convaincante. On est là, mais je vais déjà souhaiter bon vent à votre carrière politique parce que on doit être fier. Hein? On n'est pas là pour vous flatter, on doit quand même être fier de la jeunesse de notre pays, surtout lorsqu'elle sait déjà prendre les choses à bras-le-corps, et ça fait du bien. Je vais quand même rappeler aux fidèles téléspectateurs que sur ce plateau, je ne serai pas seulement accompagné de Michel Mwika Banza, je serai également accompagné des deux confrères et consoeurs
très calés aussi en la matière et en politique. C'est avec eux que nous allons nous associer pour pouvoir poser ce tas de questions à M. Michel Mouika Banza. J'ai en face de moi Lucie Tabola Kibambou. Lucie, bonsoir. Bonsoir Guilain. Toujours belle. Hein? Merci, merci. Voilà, et aussi à vos côtés, j'ai notre confrère Tony Antoine Di Bendila. S'il était allemand, j'aurais très bien prononcé son nom comme Feuerbach. Ça a toujours été comme ça. Moi également, je suis très heureux de participer à cet échange. Et surtout d'être devant les présidents Michel Mouika que je connais il y a très longtemps. Et donc, ça sera un très grand plaisir. Voilà, j'avoue que vous nous avez ouvert la porte pour pouvoir le rencontrer. Merci, merci de tout cœur pour cette sympathie dont vous avez fait preuve. Première question, la première que je vous ai posée, c'était juste pour planter le décor, j'aime le dire. Président, comment se porte le parti à l'heure qu'il est? Notre parti se porte très bien et il est plus que jamais ambitieux et il est résolument tourné vers des objectifs purement républicains dans le sens d'apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de faire entendre, faire valoir les points de vue du parti, mais aussi du reste de la population que nous estimons être la priorité des priorités. Il est important que nous puissions recentrer le débat sur l'essentiel et pour nous l'essentiel, ça reste les questions qui touchent au bien-être des populations congolaises qui sont très souvent ignorées. Ah voilà, merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui nous appesantir sur un sujet qui a fait jaser. Vous le savez, la semaine dernière, l'un des élus, en la personne d'ailleurs de l'honorable Ngoï Kassanji, qui a eu à évoquer une question très cruciale qui malheureusement a fait agiter l'espace non seulement politique congolais mais aussi au niveau de la population. Il y a des gens qui ont crié et d'autres qui ont apprécié. On va essayer de décortiquer ce sujet-là. Il s'agit bien du recours au suffrage universel indirect. Je l'explique clairement pour ceux qui ne sont pas initiés. Le député national Ngoï Kassanji voulait proposer que désormais le président de la République puisse être élu au suffrage universel indirect. Ça veut dire que le président de la République en 2023 puisse être voté par les députés au niveau du Parlement. Voilà, on va essayer de s'appesantir un tout petit peu sur cette matière. Je passe la parole à Madame Lucie Tabola pour le go de cet échange. Merci Guilain. Monsieur Michel, la proposition de Monsieur Ngoï Kassanji demande à ce que le président de la République soit voté par les députés. N'est-ce pas là une bonne nouvelle parce que le Trésor public va économiser le moyen? Bonne nouvelle. Je ne pense pas que les prétentions annoncées sans doute au travers de cette initiative soient essentiellement financières, mais je vois là aussi la finesse d'un acteur politique qui cherche par tous les moyens pour mettre toutes les chances du côté de leur parti politique pour gagner certainement les futures élections. Vous savez qu'en politique, tous les coups sont permis, mais certains coups, nous estimons, font autant de mal à la République qu'ils ne font mal à nos adversaires politiques. Et cette question tombe au mauvais moment, au moment où la situation est assez préoccupante, mais j'ai juste envie de dire que cette question est réglée déjà au niveau de notre Constitution, à son article 220, où les questions sur le monde des scrutins sont déjà réglées. Mais la Constitution ne reste pas intangible. C'est ça. Toutes les grandes démocraties, Certaines questions, malheureusement, ou certaines dispositions sont intangibles et l'article 220 est un article qui est verrouillé, qui ne laisse pas de place à une quelconque révision constitutionnelle. Mais justement, s'il faudrait parler du fond, les fonds, ce sera l'article 70 de la Constitution qui consacre justement les suffrages universels directs. Mais si les suffrages, je vais répondre un peu Madame Lucie, si les suffrages indirect permet
d'économiser assez de moyens. N'est-ce pas une véritable bonne nouvelle pour justement la population congolaise qui pourra en avoir besoin d'une manière ou d'une autre? Vous savez, je pense que cette question, peu importe toutes les raisons annoncées tout autour, raisons purement financières, je dois dire que les problèmes dans notre pays, excusez-moi, n'est nullement autour de nos lois. Les problèmes dans notre pays résident dans les chefs des acteurs politiques. Les lois, elles sont bonnes. Malheureusement, les personnes qui sont censées respecter ces lois posent problème. Nous étions en 2006, quand nous avons commencé à refonder l'État congolais en réorganisant les premières élections démocratiques. Nous sommes partis sur des très bonnes bases avec des élections à double tour. Et aujourd'hui, en 2011, il y a eu un rétrécissement de l'espace politique. En 2018 également, il y a encore un rétrécissement de l'espace politique, ce qui a permis d'isoler, en quelque sorte, d'exclure de la scène politique plusieurs jeunes qui avaient, en 2018, à cœur d'apporter leur pierre à l'édifice. Malheureusement, il y a le seuil qui a été brusquement apporté, et ces réformes ont été apportées par l'actuelle majorité au Parlement, qui avait encore en son temps apporté ces réformes, prétextant bien entendu des raisons d'ordre économique. Cela était passé. Aujourd'hui encore nous revenons, voilà qu'il faille encore absolument changer à nouveau les modes de scrutin pour le réduire à une élection indirecte qui sera faite par les députés. J'ai juste envie de nous rappeler que les élections des sénateurs et des gouverneurs, je pense que vous êtes bien informés autant que moi, qu'il y a eu elles ont été émaillées de beaucoup de corruption. J'espère que l'honorable Ngoï Kassanji, quand il propose cette initiative, il a certainement une idée et une solution pour contrer les éventuelles corruptions qui pourraient émailler l'élection du président de la République. Je pense que la population congolaise important, ils viennent peut-être contrecarrer ces plans, et je pense qu'il pourrait se faire encore ils reviennent en disant non, ramenons peut-être encore une fois de plus ces élections au suffrage direct. Michel Mouika, vous avez parlé, vous avez donné des arguments qui tiennent debout, ça il faut le reconnaître, mais je voudrais que vous nous disiez en des termes clairs. Oui. Quelle est la position de votre parti par rapport à cet état des choses? La position de notre parti voudrait que notre parti, en tout cas, est d'avis qu'il faille revenir aux fondamentaux, sur les bases sur lesquelles nous sommes partis en 2016. Ça veut dire qu'il faut revenir aux élections à deux tours, il faut supprimer les seuils électoraux qui a été imposé de manière cavalière, et nous avons senti qu'il y a une forme de déconnexion entre la population et ses élus. Il faudrait que cette relation fusionnelle demeure entre le peuple et ses élus. Très récemment, lors des présentes élections, nous avons remarqué que la plupart des élus ont les sentiments qu'ils doivent tout à leur formation politique, à leur regroupement politique, qui ont eu la chance, j'ai envie de dire, de réunir ou d'atteindre les seuils. Et c'est à cette formation qu'ils sont plus redevables plutôt à la population qui a élu. Parce que vous savez tous très bien que vous pouviez être, même pour les prochaines élections, si jamais malheureusement les seuils est maintenu, vous pouvez réunir suffisamment des voix, mais tant que votre formation politique n'a pas atteint le seuil, vous garderez vos voix pour les archives. Vous en parlerez certainement. Cette disposition-là n'était-elle pas été envisagée par les anciens élus pour justement décourager les gens à pouvoir faire de la politique? Parce que chez nous, il faut le reconnaître, c'est tout le monde qui veut faire la politique, alors que c'est supposé être un domaine des initiés. Est-ce que ce n'était pas là une façon de décourager les gens qui n'avaient aucun soubassement cognitif pour pouvoir faire de la politique? En tout cas, bon, je ne sais pas si ces réformes telles qu'apportées ont permis au pays d'éviter d'avoir des acteurs politiques véreux.
Je ne suis pas sûr. Je pense que vous pouvez vous faire une idée sur la qualité d'acteurs politiques que nous avons dans notre pays et vous rendre compte du rendu que nous donnons à notre population. Vous imaginez que nous sommes dans un pays où les priorités sont vraiment ailleurs. Et qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? D'ailleurs, personnellement, je suis outré d'échanger souvent autour des questions qui parlent très souvent des positionnements politiques, plutôt que de parler des questions essentielles vraiment qui touchent notre population, qui sont reléguées au second plan, alors que la population croupit dans la misère, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Il y a énormément de choses qui devraient faire l'objet des discussions politiques. Et vous, en tant que journaliste, je pense que vous devriez aussi plus souvent marteler sur ces questions tellement importantes pour la vitalité de notre nation. Mais malheureusement, nous sommes tous pris en tenaille par nos aînés qui ont l'aura, qui peuvent cristalliser en eux tout seuls l'attention de tout un peuple autour uniquement de ces questions liées à la survie des individus et non à la survie de tout un État. Je pense que si nous pouvons faire l'effort de concentrer nos efforts, de mettre toute notre énergie créatrice autour de la sauvegarde de notre nation, et là je pense que les générations futures nous seront infiniment reconnaissants pour avoir œuvré inlassablement pour la paix et la sauvegarde de ce pays. Ces débats politiques ont certainement leur place, mais ne devraient pas occulter les vrais problèmes du Congo qui sont très prioritaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous tous, nous entrons en politique pour apporter des solutions. Mais quand nous nous retrouvons en politique et nous sommes malheureusement en train de chercher un moyen de sécuriser nos postes et voir comment on va revenir en 2023 et ainsi de suite lors des prochaines élections, je crois que là nous oublions notre première mission qui est celle de servir le peuple. Et je pense que la politique doit redevenir à ses sacerdoces que l'on choisit pour apporter des solutions au peuple et non pour se satisfaire. La position du PENEC, c'est donc revenir aux élections à 2 tours. Je pense qu'en 2006, c'était les modes privilégiés par la Constitution. Mais nous avons vécu des choses après les résultats. Il y a eu une sorte de guerre à Kinshasa. Mais est-ce revenir à 2 tours, ce sera la solution? Vous savez, la vitalité de la politique d'un pays, c'est aussi vivre. Nous étions petits, nous avons vu, assisté à certaines élections, peut-être pas vraiment dans notre pays, même en 2016, nous avons vécu cela. Nous voyons dans d'autres pays, quand il y a élection, ces alliances, ces combines politiques qui donnent une sorte de fierté ou de se dire, ah voilà, les autres sont en négociation pour voir comment remporter, comment créer un projet commun pour accéder à la magistrature suprême ou comment constituer un gouvernement. Je pense que c'est des bonnes lois qu'on revienne à ces fondamentaux. Et pour vous parler de crise qu'il y a eu après les élections de 2006, il y en a eu en 2011, il y en a eu en 2018, la République démocratique du Congo est en train de se construire. Il ne faut pas oublier que nous venons d'un cycle, en tout cas non électoral, pendant très longtemps, où les élections ne s'organisaient presque jamais. Et puis finalement, il y a eu déjà ces efforts, ces avancées que nous devons sauvegarder, vous savez. À trop rétrécir cet habit qui est en fait un peu la Constitution, il risque de ne convenir à personne. Et on risque peut-être de le jeter. Créer suffisamment de désordre autour de... Pardon, Tony, Madame Lucie, vous avez une question pour... vous avez dit par rapport aux combines, alliances et tout ça. Maintenant, actuellement, nous sommes en alliance, FCC, Cash, avec tout ce qui s'y découle comme problème. Et vous trouvez que c'est une bonne chose de partir toujours d'alliance en alliance? Il n'est pas exclu. Le Congo ne va pas inventer l'eau chaude, moins encore inventer la roue. Les alliances, il en existe même dans les vieilles démocraties. Le plus important, c'est la hauteur des acteurs politiques. Si nous avons des acteurs politiques qui prennent de la hauteur, ils sauront et feront en sorte que les déshydratats qu'ils peuvent rencontrer au sein de la coalition ne puissent pas obstruer l'envie et la volonté de servir la nation.
Il faut mettre la patrie au-delà de patrie, des partis politiques. Malheureusement, nous avons un peu... De quelle façon, De Michel? quelle façon? Parce que là, on a l'impression que c'est pour des intérêts purement personnels au détriment des intérêts nationaux. Parce que quand les choses ne marchent pas, il n'est pas exclu non plus qu'on puisse mettre un terme à une coalition et passer en cohabitation. Toutes les voies sont possibles. Et si les acteurs politiques qui sont en coalition ne parviennent pas à accorder leur violon, nous n'allons pas les forcer à faire en sorte que leurs problèmes deviennent des problèmes qui enveniment la situation économique, sociale du pays. Il y a ce vouloir vivre ensemble qui doit, à mon sens, être au-delà des clivages politiques. Il faut, à notre avis, parvenir à recréer cette fierté d'être un peuple et de prendre de la hauteur. Vous savez, un peuple construit sa mémoire collective, son vouloir vivre ensemble au travers des grands événements. Il peut s'agir des événements malheureux, comme des drames, comme par exemple ce que nous connaissons dans la partie est de notre pays depuis plus de 20 ans. En principe, nous devrions être en mesure de faire de ces drames-là le bouclier du Congo, celui qui permettrait au pays de ne plus jamais reculer devant n'importe quelle situation, parce que vous connaissez certainement que Israël et un peu aujourd'hui les Rwandais ont fait de leur malheur leur bouclier. Un peuple peut aussi construire sa mémoire collective autour des hauts faits, des situations qu'ils ont vécues, des grandes victoires. Autour de cela, ils peuvent construire leur mémoire collective et devenir un peuple fier qui mettra toujours la patrie au-delà des partis, au-delà des individus, pour que ce soit toujours la patrie qui triomphe et non des individus. Michel, parce qu'en fin de compte, les individus que nous ne sommes là que pour un bout de temps, et nous ne pourrons vivre au-delà de ce temps qu'au travers des bons actes ou peut-être mauvais actes que nous aurons posés pendant Michel, justement, vous avez, j'ai suivi dans l'une de vos interventions, vous avez fait allusion aux questions fondamentales qui touchent notre société. Oui. Il y a, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été une fois dans votre vie victime du tribalisme ou bien de la xénophobie? C'est une question et puis c'est cela qui me permettra de poser ma question. Cela vous est-il déjà arrivé ici ou partout ailleurs? Vous savez, un peuple qui ne se soucie pas des malheurs et qui ne se bat pas pour le bien-être de ses frères avec qui il partage un même territoire, une même histoire, perd son âme d'une nation. Ces questions liées au tribalisme sont des questions qui, en quelque sorte, j'ai envie de dire, qui émaillent en fait un peu notre société. Mais nous ne pouvons pas donner de la voix à ces questions qui nous divisent. Nous devons plutôt donner de la voix à ce qui nous unit. Et je pense que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Il y a des personnes qui ont quitté bien d'endroits qui sont chez eux au Congo, partout où ils vont, et ils réussissent. Et nous devons faire prévaloir cela pour que les Congolais se sentent partout où ils vont. Et ce vouloir vivre ensemble doit devenir le creuset, le départ de la construction de la mémoire collective, que nous sommes un peuple avec une même histoire, avec un même passé, ayant vécu des mêmes drames et vivant sur un même territoire, et que ce territoire ne devrait en aucun cas être balkanisé ou quoi que ce soit. Ces replis identitaires, nous devons les refuser pour ne garder que la patrie, le Congo. C'est comme ça qu'au PNEC, nous avons, si vous remarquez le logo de notre parti, vous voyez qu'il y a la carte de la République démocratique du Congo. Et à l'intérieur, c'est 26 personnes. Et tout au milieu, il y a un soleil. Ces 26 personnes représentent les 26 provinces de notre pays qui se tiennent main dans la main. Parce que nous croyons à la capacité, à la force de l'unité qui est un atout indéniable pour la construction d'une nation et d'un avenir. Les stratégies que propose un acteur politique comme vous, j'ai cité l'honorable Denis Kamba Etchimboumou que j'ai eu à recevoir sur mon plateau, qui a dit que pour mettre fin à ce fléau qu'est le tribalisme, il va falloir que l'on puisse
revisiter ou reformer la Constitution, et notamment avec le mode du scrutin. Il propose qu'on ait désormais, comme il en avait été question de 2003 à 2006, un président avec 4 vice-présidents, et lesquels représenteraient chaque espace linguistique. Et cela permettrait à chaque clivage linguistique de pouvoir se retrouver, et ainsi de suite. Ce n'est pas une parole d'évangile, mais quel peut être votre argumentaire par rapport à cette réflexion de Denis Kambaye? Là encore, nous partons encore dans les particularités. Et nous voulons être dans la généralité. Le Congo, il est un. Je pense que je sois dirigé par un Mswahili, que je sois dirigé par un Moulouba, un Mungala, un Mukongo, que sais-je, je dois me sentir fier d'être Congolais. Je n'ai pas à me sentir fier parce qu'il y a quelqu'un de ma tribu qui dirige le pays. C'est une autre façon encore d'exacerber cette question qui est déjà assez, à mon sens, compliquée pour notre pays. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous devons accepter qu'il s'agisse de quelqu'un qui soit issu de notre région linguistique ou tribu. Cette personne, si elle a été choisie par la majorité des Congolais, elle est notre... elle va nous diriger, elle va présider aux destinées de la République. C'est le plus important. Et il faudra, comme je le dis, parvenir à recréer cette mémoire collective. Recréer cette mémoire collective permettra à chacun d'entre nous de ne pas se sentir frustré. Parce que comprendre que d'abord, nous avons un même passé colonial, que nous avons autant tous été maltraités pendant la colonisation, qu'il n'y a pas eu non, voilà, les autres c'est des gauches et des droites. Nous avons tous été maltraités. Nous avons subi les mêmes injustices pendant longtemps. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir créer en fait ce vouloir vivre ensemble. C'est ça en fait l'appel auquel nous devons tous répondre pour devenir une nation. Et la construction d'une nation s'est faite au travers des acteurs politiques que nous sommes, au travers également des journalistes que vous êtes, parce que vous êtes des puissantes voix pour la société qui avaient la possibilité de construire cette mémoire collective pour déconstruire ces dérives dérives tribales qui sont en train en quelque sorte d'envenimer le bien-être de notre pays. Et je ne sais pas, mais il y a de plus en plus cette question tribale, à mon sens, elle va à son épuisement. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui puisse être exacerbé dans notre pays? Il y a quelquefois les propos maladroits de certains acteurs politiques qui, en quelque sorte, mettre comme de l'huile, comme de l'huile. Genre le Katanga au Katangais, le Kassai au Kassaïen, le Bandundu au Bandundois. C'est comme ça qu'on dit. Alors là, le Congo n'existera plus. On tombera dans le piège de ceux qui ont toujours rêvé de balkaniser ce pays. Nous avons un rêve commun, nous avons une ambition commune, c'est de rester une nation une et indivisible. En nous acceptant avec nos différences. La beauté de l'arc-en-ciel réside aussi dans la pluralité des couleurs. La beauté de ce pays réside également dans la pluralité des tribus, des langues. C'est une richesse. Nous ne pouvons pas commencer à nous détruire inlassablement comme ça, sous prétexte que voilà, moi je ne sais pas de tel point, je ne peux pas aujourd'hui. Est-ce que quand des gens se marient des différentes tribus et ainsi de suite, mais il y en a encore quand même dans notre société qui prennent le malin plaisir de dire voilà, moi je suis de tel point, de tel autre point. Je crois que la situation tend à évoluer et la nouvelle génération politique qui vient, nous dans notre parti, nous encourageons énormément cela et nous nous assurons que les responsabilités soient accordées aux plus méritants et aux personnes venant de tous les coins de la République. Nous sommes une synergie d'énergie, un peu comme le Congo devrait être une synergie des tribus, des langues, pour faire avancer et faire... Je veux faire un retour sur les questions électorales. Vous avez tantôt, dans votre intervention précédente, évoqué la question du seuil électoral. C'est-à-dire, vous souhaitez qu'il y ait modification de la loi électorale pour que la question du seuil soit éjectée. Donc vous pensez que cette disposition de la loi électorale donne plus de prédominance aux grands partis qu'aux partis modestes que les PENEC par exemple? C'est des questions qui
on fait énormément de mal à notre démocratie, à notre pays, parce que je pense humblement que la flamme de servir la nation n'est pas dévolue qu'aux grands partis politiques, moins encore aux personnes qui sont dans les partis politiques. Il y a des indépendants qui aiment énormément ce pays. Pourquoi ne pas former une plateforme du genre, vous êtes centriste, vous avez dit, pourquoi ne pas former une plateforme comme ça qui vous permettrait justement de répondre positivement à cette question de seuil? Vous savez, nous, en tant que politique, nous avons diverses possibilités de contourner la difficulté liée au seuil, mais nous ne parlons pas que pour nous, acteurs politiques, nous parlons pour ces indépendants qui aimeraient aussi apporter leur pierre à l'édifice, qui ne s'identifient à aucun des partis politiques existants. Est-ce qu'il faut absolument que ceux-là aussi créent, je ne sais pas, un regroupement politique ou rejoignent une formation politique quelconque alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de rejoindre ces formations politiques-là? Voilà là toute la problématique de la question. Président Michel, justement, allons dans les sens de cette question du tribalisme qui est quasiment considéré comme du séparatisme. En tout cas, faut-il revenir à la question de la réforme en termes, prenons du gouverneur, et qu'il y ait nomination de gouverneurs venant d'autres provinces, parce que sachant que ce sera très difficile qu'un gouverneur originaire d'une province soit battu. Faut-il revenir à ces procédés de nomination de gouverneurs et tenir compte du fait qu'ils ne soient pas originaires de ces provinces pour quasiment lutter contre les tribalismes? Je pense qu'il faut, à mon sens, rester dans une optique telle que la Constitution le prescrit. C'est que les Congolais, nous sommes tous chez nous, sur toute l'étendue du territoire national. Et quelqu'un qui aurait des ambitions à Kinshasa, dans les Grands Kivu, ou au Bandundu, que sais-je, il est chez lui. Du moment que son intégration, qui lui a permis de se sentir chez lui et qu'il arrive, à mon sens, à postuler, à se faire élire, il n'y a pas de problème. Il y a un travail qui doit être fait, c'est au niveau aussi du ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, que je pense, je l'avais d'ailleurs dit à la nomination des membres du gouvernement, je recommandais à M. Billy Kambale qu'il était à la tête d'un des ministères le plus importants, sans doute les ministères clés de ce gouvernement, parce qu'il doit participer à la construction de ce vouloir vivre ensemble, cette nouvelle citoyenneté qui doit en fait nous inculquer à tous qu'on se doit de choisir celui qui est porteur du meilleur projet pour nous, que ce soit quelqu'un de notre contrée ou pas. S'il s'agit que, s'il advenait que le porteur du meilleur projet soit quelqu'un qui n'est peut-être pas né ou qui n'est pas d'origine linguistique d'une région quelconque et que c'est lui le porteur de quoi c'est du meilleur projet, nous devons parvenir à accorder la chance à chacun d'entre nous partout où il est sur l'étendue du territoire national. Et ça sera une façon, et non de nous imposer comment vivre, mais nous devons opter volontairement, parce que nous avons vu cela avec le président Mobutu. C'était une très bonne chose parce que nous avons vu certains gouverneurs se distinguer dans des provinces dont ils n'étaient pas originaires, mais ils ont fait du bon boulot et ça a été salué par les populations de ces provinces. Ça a été le cas dans le Grand Katanga, actuellement le Haut Katanga, où le gouverneur... à l'époque, le Chaba. À l'époque, le Chaba, où nous avions eu M. Koya Diallo, si je ne m'abuse, qui était gouverneur et qui avait fait du très bon boulot là-bas. Et aujourd'hui, nous pouvons encourager et espérer que les partis politiques ont un grand rôle à jouer. Pourquoi alignent-ils toujours des candidats forcément originaires des coins? C'est dans les partis politiques que la démocratie doit s'enraciner. C'est dans les partis politiques que nous devons combattre le tribalisme. Parce que si un parti politique a la majorité dans une assemblée provinciale ou je ne sais pas à l'Assemblée nationale et avance le nom d'un candidat non originaire et enjoint à ses députés de voter pour ce candidat-là, vous pensez qu'au nom de la discipline
qui régit les membres d'un parti politique, ce candidat ne sera pas élu. Je crois qu'il sera élu. Michel Mouika, Oui. alors qu'il est au regard des problèmes cruciaux qui sont en train de ronger notre société, vous ne pensez pas que la réforme de la Constitution s'impose? Certaines questions peuvent, certaines dispositions peuvent subir des modifications, d'autres non. En tout cas, il y a des questions qui peuvent, après une étude minutieuse, nous pouvons voir ce qui peut être révisé et ce qui ne doit pas être révisé. Comme par exemple, nous sommes opposés à l'idée que nous passons à une élection indirecte, ce qui va faire un grand mal à notre démocratie. Madame Lucie, vous avez une question pour Michel Mouika. Oui, Michel, parlons des réformes ou révisions de la Constitution. Tous les jours, il y a des massacres à l'Est. Nous ne savons pas. Quand on se réveille, on ne sait pas si on va dormir. Quand on dort, on ne sait pas si on va se réveiller le matin. Ne voyez-vous pas que les réformes sont utiles maintenant, surtout du point de vue de l'armée aussi? Parce qu'il faut mettre fin à tout ça. Ce sont des vies humaines qui sont en train de mourir tous les jours. Merci madame pour cette question qui, j'estime, devrait être en principe la première de cette émission parce que C'est la même émission. toutes les questions se valent, mais j'apprécie énormément, j'apprécie autant la qualité de ce débat, mais des questions également posées bien avant. Mais pourquoi je dis cela? Parce que cette question est une question est tellement cruciale que quand nous regardons comment elles sont passées sous silence dans l'opinion nationale, cela devrait nous questionner. C'est triste. C'est triste en effet. Comment vous imaginez qu'un peuple qui est meurtri pendant plus de 2 décennies trouve le loisir de parler des réformes électorales, de comment est-ce que tel n'a pas fait X et Y chose, alors qu'il y a nos frères, nos sœurs et nos mères et nos pères qui sont tués continuellement. Vous avez évoqué une question importante en disant qu'il faut des réformes au niveau de l'armée. Il en faut en effet, il faut du courage pour faire des réformes au niveau de l'armée. Il faut des réformes sécuritaires. Il faut essayer de privilégier la question de la sécurité aux autres questions. Parce que ça, c'est un débat crucial pour la survie même de notre nation, de notre pays. Vous savez, j'ai été autrefois aborté parce que nous, il y a de cela quelques jours, nous avons décidé, ça fait bientôt 1 mois, que nous avons amorcé notre grand projet qui est centré autour du retour de la paix dans le Grand Kivu. Nous avons lancé notre série de marches pacifiques pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale à la réappropriation du drame du Grand Kivu, pour que nous puissions comprendre que ce qui se passe dans les Grands Kivu est une question qui préoccupe d'abord nous les Congolais, l'Afrique tout entière et l'humanité tout entière, parce qu'il s'agit des vies humaines qui sont sacrées. Et justement, votre parti, le PNEC, a organisé une marche il y a quelques jours et prévoit une autre marche, c'est le 26 septembre. C'est quoi en fait le message justement? Le message est celui d'apporter une question fondamentale sur la scène politique, sur la scène nationale, pour que nous, Congolais, puissions nous réapproprier nos problèmes fondamentaux. Nous nous apitoyons, nous nous acharnons énormément sur les politiques, mais il faut regarder aussi dans l'opinion générale. Est-ce que tous, en tant que citoyens congolais, sommes-nous préoccupés autant que les politiques? Très souvent, ça laisse à désirer. Quand il y a des massacres, quand il y a des personnes, récemment, il y a une 50aine de personnes tuées à Irumu, une 50aine autres qui a péri dans l'éboulement d'une mine d'or, mais malheureusement, à Kamituga, malheureusement, c'est passé sous silence. Je pense que nous devons réapprendre à nous soucier et à nous préoccuper de nos malheurs, des malheurs de nos frères, pour que la vie reprenne son caractère sacré. Et ce qui pose un peu problème aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ces marches, pour recréer en fait cette mémoire collective autour de cette question éminemment importante, afin de sensibiliser l'opinion nationale. Mais in fine, nous voulons que les Congolais se réapproprient ces malheurs
afin de dire assez c'est assez. Ce qui se passe dans les Grands Kivu doit s'arrêter. Mais il faut, avant qu'on arrive à la paix, que nous puissions d'abord nous réapproprier ces malheurs-là, puissions nous indigner autant que nous le faisons quand il y a des malheurs à gauche et à droite. C'est tout à fait normal en tant qu'humain, personne humaine. Nous avons cette responsabilité de nous indigner quand il y a des morts à travers le monde. Nous devons aussi nous indigner quand il y a des morts et à péril à la demeure chez nous. Cette construction se veut longue, dans la mesure où elle nous permettra de créer cette mémoire collective autour de ce drame pour que nous puissions faire de ce qui se passe dans le Grand Kivu le bouclier de cette nation grande que nous voulons, que doit être la République démocratique du Congo, mais elle doit se construire autour des hauts faits ou d'un malheur, comme il s'agit par exemple de ce qui se passe dans les Grands Kivu. Le 26, nous profitons de cette tribune pour inviter tous les Congolais à répondre à l'appel de la patrie et à l'appel de l'humanisme. Parce que vous savez, les personnes qui sont tuées sont nos frères. Le Congo est un corps. S'il y a une partie de ce corps qui saigne, ça doit affecter tout l'ensemble du corps. Et donc si la partie est de la RDC saigne, Kinshasa doit se sentir concerné, Kinshasa doit tousser, Kinshasa doit devenir préoccupé par cela. Nos drapeaux devraient être plus souvent en berne et pourquoi pas devenir en berne jusqu'à ce que nous parviendrons à résoudre définitivement cette question. Et donc que tous ceux qui se sentent concernés par ce qui se passe dans les Grands Kivu, c'est le 26, à Ituri bien entendu, tous les drames qui nous touchent, nous devons nous les réapproprier parce qu'en construisant cette mémoire collective, nous deviendrons un peuple souple à la réaction à nos malheurs, qu'il s'agisse du pain qui devient cher, qu'il s'agisse de l'électricité qui est quasi difficile à avoir, qu'il s'agisse de l'eau qui ne coule jamais à nos robinets. Nous deviendrons un peuple sensible à nos malheurs. Donc commençons par ce qui se passe dans les Grands Kivu. Et le 26 septembre, ça sera l'acte 2 de notre grande mobilisation. Vous n'avez pas peur d'être gazé une fois de plus après la première tentative visant à faire chasser l'ambassadeur Vincent Karega de notre pays? Je pense que les combats sont différents, même si aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'ambassadeur Vincent Karega est une négation sur nos malheurs qui nous touche. Il l'a nié, il ne veut pas reconnaître qu'il y a des personnes qui meurent dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que pareil propos, aucune réaction du gouvernement ne soit attendue à cet effet. Mais nous marchons pour nos frères, nos sœurs, nos mères et nos pères qui sont tués dans les Grands Kivu. Si jamais nous sommes gazés pour avoir marché pour cela, je ne sais pas quel peuple nous sommes. Si déjà nous ne pouvons pas nous indigner pour ceux qui meurent, laissons quand même la latitude à ceux qui s'indignent de participer, de donner de la voix à une cause éminemment importante pour la patrie et la survie de notre nation. Merci beaucoup Michel Mwika Banza. C'est sur cette recommandation, cette exhortation que nous allons mettre un terme à cette émission. Mais rapidement, je vais vous récapituler ce dont il s'est agi tout au long de cette émission. Nous avons eu ensemble avec le président du parti national pour la nouvelle énergie du Congo, nous avons eu à parler du suffrage universel indirect. Était-ce ou est-ce une nécessité aujourd'hui pour la République démocratique du Congo? Et deuxièmement, nous nous sommes apaisantis sur la question du tribalisme qui aujourd'hui est en train de gangrener notre société et tire la République démocratique du Congo vers le bas aussi. On a essayé rapidement de brosser quelques mots sur l'insécurité à l'est de notre pays. Et là, nous nous sommes posé des questions de savoir la solution pour pouvoir mettre fin à ce drame serait aujourd'hui de reformer les choses au niveau de l'armée. Voilà, donc vous qui nous avez pris en cours ou justement vers la fin de cette émission, vous avez certainement raté le contenu, mais vous avez là l'essentiel de notre entretien d'aujourd'hui. C'est sur ce mot que nous allons mettre vraiment fin à notre entretien d'aujourd'hui, tout en remerciant Madame Lucie Tabouala qui nous a accompagnés ce soir, également notre confrère Tony, voilà, donc Tony Ndila, vraiment toutes les excuses, et aussi grand merci. Merci infiniment à M. Michel Mwika Banza. Je rappelle une fois de plus qu'il est président national du parti
je l'ai dit, parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Voilà. Je ne vais pas oublier, vous, les héros dans l'ombre. Je vois là Christian Mousseke qui nous a bien cadré, également Mbomouzir Grand Géant Louis Ndoula, et puis Diego Dia Mwangana qui était du côté de la lumière. Il n'y a pas de sous-métier, donc chacun, il n'y a pas de sous-métier, allais-je dire, donc chacun est important pour la cuisine de cette belle nourriture que nous vous proposons. Merci de votre fidélité, et fidèles téléspectateurs, restez branchés à nos programmes et nous vous retrouvons très bientôt. Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de paix dans un pays en guerre. Beaucoup de pertes, toujours la même rengaine. Comme Haïti, beaucoup disent qu'on est maudit. C'est vrai qu'on est émotif, mais tu connais les motifs. Notre terre, nos mères souvent éventrées. Avant tout, docteur, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant,